Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va voir toutes les informations nécessaires pour une bonne utilisation du logiciel 3D Builder. Alors la vidéo qui va suivre est relativement longue et elle est issue d'un live, donc d'un live privé. Donc j'étais avec 8 autres personnes qui souhaitaient apprendre des informations sur 3D Builder. Donc normalement j'aurais dû avoir l'enregistrement de leur voix puisqu'on était sur Discord avec partage d'écran, etc. Malheureusement j'ai eu un problème lors de l'enregistrement, donc je vais essayer de ne pas réitérer ce genre d'erreur sur la suite. Mais voilà, là en l'occurrence il devait y avoir les questions des gens, malheureusement j'ai dû les couper parce que il n'y avait pas le son. Ceci dit, j'ai essayé de garder malgré tout l'essentiel des informations que j'ai transmises ce soir-là avec eux pour utiliser 3D Builder. Vous allez voir que dans la description je vais mettre le timecode des différentes étapes, histoire que ça vous aide à retrouver l'information que vous cherchez sur ce logiciel. Et voilà, donc soyez tolérants sur le montage, etc. Parfois, c'est vrai que vous allez peut-être avoir l'impression que je m'adresse à quelqu'un ou autre. C'est normal. Il y avait, je vous dis, on était une dizaine, voire un peu plus sur ce live privé. Et parfois, j'avais des questions. C'était difficile de couper parce que ce que j'allais dire est probablement intéressant pour vous ensuite. Donc voilà, soyez tolérants. Je vous souhaite une très bonne vidéo et puis bon craft, bonne conception 3D. Bon, bah déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes chaud pour ces bases sur 3D Builder, puisque comme je l'ai bien dit, on va vraiment faire un focus sur un logiciel, plutôt que de tout de suite s'étaler sur des logiciels plus complexes. Je trouve que de commencer par un logiciel extrêmement simple va déjà me permettre moi de pouvoir vous entre guillemets classé, sans jugement de bien ou de mal, hein, mais vous classez par compétence ou par connaissance de ces logiciels, parce qu'il y a certains d'entre vous qui vont peut-être s'embêter ce soir, et puis d'autres qui vont découvrir des tas de choses. Encore une fois, c'est sans jugement, on est tous là pour apprendre, mais le but étant d'adapter au mieux ensuite les autres formations que je vais faire auprès de vous, quoi. Là, pour info, à partir de maintenant, la vidéo est enregistrée ainsi que le son. Donc si vous parlez, d'ailleurs Data, je te demanderai s'il te plaît soit de te mettre en push to talk, soit de baisser la détection du micro. Merci à toi. Et donc à partir de maintenant c'est enregistré. J'aimerais juste reconfirmer avec vous que vous êtes d'accord pour que par la suite, donc normalement en fin de semaine, là aujourd'hui on est le 17 mars 2021, normalement d'ici vendredi ou d'ici ce week-end je vais publier cette vidéo sur YouTube, donc on va probablement entendre vos voix, voir, regarder aussi le partage d'écran que vous me faites. Je suis parti du principe que vous êtes tous d'accord puisque vous avez rempli déjà le formulaire d'inscription. Mais si quelqu'un parmi vous décide finalement qu'il ne veut pas être présent sur YouTube, encore une fois sans jugement, qu'il se fasse connaître tout de suite. Et puis je lui demanderai avec toute la gentillesse du monde de dégager parce que j'enregistre et du coup tout ça va être partagé sur YouTube. Donc a priori tout le monde est ok sur ce point et ça c'est cool. Je préfère faire les choses clairement histoire qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise pour qui que ce soit ensuite. Et puis voilà. Alors donc ce soir nous avons Fana, nous avons Laird Hammer, Imbre, Big D, Data, Fofolo Fofo, Fred, Guillaume et Yam. Donc vous êtes 8, c'est parfait. J'ai dû refuser un certain nombre de personnes pour ce soir. Il est possible qu'ils nous rejoignent malgré tout sans pouvoir parler sur le vocal. Euh, et voilà. Est-ce que, a priori, vous avez tous regardé très brièvement, même en diagonale, le document que je vous ai envoyé cet après-midi sur les bases, vraiment les bases aussi bien de 3D Builder, mais également finalement de tout ce qui concerne la 3D. Je voudrais juste être sûr qu'on parte tous sur les mêmes bases, à savoir que
on va juste faire un petit déroulé de ce document, ça va aller très très vite, hein. Donc un objet 3D, il faut déjà bien différencier un objet 3D d'une scène. Une scène contient plusieurs objets 3D. C'est un peu le principe des fichiers et des dossiers. C'est exactement pareil. Une scène, ce serait un dossier, alors qu'un objet 3D, ce serait un fichier qui est à l'intérieur du dossier. Donc une scène peut contenir un nombre quasi infini d'objets 3D. Et là, ce qu'on va voir ce soir sur 3D Builder et sur la plupart des logiciels de conception 3D, c'est que ce que vous visualisez en rendu 3D, c'est toujours une scène. Il existe des moyens d'affichage, de pouvoir cacher des objets dans cette scène pour ne pas les voir, un peu aussi sur le principe des calques de Photoshop par exemple. Mais dans tous les cas, une scène comporte toujours au moins un objet, voire plusieurs. Un objet 3D, c'est quoi? En fait, c'est rien de plus que des informations géométriques d'un certain nombre de facettes, de triangles ou de surfaces. Et dans le cas de l'impression 3D, et là je le précise bien encore une fois, puisque là on parle d'impression 3D, enfin de conception 3D destinée à l'impression 3D, donc dans ce cas-là, on partira toujours sur des objets qui sont fermés. C'est-à-dire que tous les angles se touchent et il n'y a aucune face, enfin pas aucune face, il n'y a aucune ligne qui n'en touche pas une autre. C'est indispensable que l'objet soit fermé. Les formats qui sont les plus utilisés donc en 3D actuellement et en conception 3D, ça va être le format STL que vous connaissez tous. C'est donc des formats de stéréolithographie. Ils ont l'avantage d'être ultra restreints, c'est-à-dire qu'ils enregistrent vraiment que le plus important d'un fichier 3D pour l'impression 3D. Il y a aussi le format OBJ, mais il est moins utilisé parce qu'il est plus lourd. Et ensuite, comme je vous l'ai noté dans le document, à terme, gardez ça dans un coin de votre tête parce que peut-être qu'on y viendra plus tard. Il y a les formats actuellement FBX et 3MF qui sont, en tout cas le 3MF est poussé par Microsoft. Et le FBX existe depuis plus longtemps mais il est très très lourd. Et en fait ce sont des formats qui enregistrent une géométrie mais qui enregistrent également des paramètres de texture ou de couleur. Donc quand on parle de texture, celle-ci est appliquée sur une surface. Quand on parle de couleur, celle-ci est la base de l'objet, c'est-à-dire que c'est la matière de la surface. On y reviendra peut-être plus tard, parce que je suis persuadé que les imprimantes 3D couleurs vont bientôt arriver. On a déjà des tests, mais on a des couleurs relativement ternes. C'est beaucoup en FDM, c'est à base de feutres qui vont coloriser le filament au moment de son passage dans la buse en fait. Mais tout ça est encore pas très très au point et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Ce qui peut être intéressant dans le cas du 3MF, c'est avec les imprimantes FDM, donc à dépôt de filament, multibuse. C'est-à-dire qu'elles ont plusieurs extrudeurs, enfin elles ont plusieurs buses, et donc plusieurs rouleaux de filaments différents. La plupart du temps, actuellement, là, je vous dis, c'est une technologie qui évolue vraiment au quotidien, l'impression 3D. Actuellement, quand on veut imprimer avec une multibuse en jaune et en noir, je vais passer sur la caméra parce que quand je parle, je fais des gestes et peut-être que ça peut vous aider à comprendre. Donc, quand on imprime actuellement du multicouleur avec 2 ou 3 têtes d'impression par exemple, et donc 2 ou 3 bobines, on va superposer, on va dire 2 couleurs. On va superposer 2 objets qui sont 2 objets différents, l'un sur l'autre, pour que la buse A imprime en jaune et la buse B imprime en rouge. Mais ils seront vraiment littéralement l'un sur l'autre. Le format 3MF promet par exemple de ne plus avoir besoin de faire cette superposition des volumes, qui sont donc de couleurs différentes, mais de prendre uniquement un volume 3D qui aura déjà des propriétés de couleur en fonction des zones. Et dans ce cas-là, ça va faciliter les choses sur l'impression couleur multibuse. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite clarification sur la couleur parce qu'on va y venir. Et déjà, les imprimantes professionnelles proposent de l'impression couleur en résine notamment, enfin en SLS, donc en feuilletage sélectif, d'une qualité déjà quand même assez impressionnante. Mais c'est des imprimantes pro qui valent des dizaines de milliers d'euros.
Allez, on va passer. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est qu'un objet 3D concrètement? N'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est vraiment sur les bases de ce que c'est qu'un objet 3D. Euh, voilà. Mais je pense que dans l'ensemble, ça va à peu près. Hop, normalement là, vous avez 3D Builder. Donc voilà la bête. Alors la bête, en fait, elle fait pas peur, très clairement. Soyons honnêtes. Ce logiciel est d'une simplicité enfantine. Et vous allez voir qu'il permet de faire quand même une quantité de choses assez impressionnante. Pour être sûr qu'on parte tous sur les mêmes bases, je vais devoir revoir la navigation et ensuite l'édition des objets. Rassurez-vous, d'ici, enfin à la fin de cette vidéo, on va parler de tous les tips, tous les petits conseils que je peux vous donner qui vont pouvoir vous faire gagner un temps de dingue. En fait, c'est typiquement le genre de conseils que j'aurais aimé avoir il y a 5 ans quand j'ai débuté et que finalement j'ai réussi à trouver à force de bidouiller. Ah oui, dernier truc avant hop, de continuer. La conception 3D dans le cas de l'impression 3D, c'est un peu comme faire des maquettes et des figurines. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un outil dans lequel vous allez pouvoir déjà travailler d'une manière littéralement différente de quelqu'un d'autre sur la conception d'un objet et dans lequel vous allez pouvoir importer un certain nombre d'outils que vous vous serez fait vous-même. C'est vraiment comme la peinture de figurines, la sculpture, la fabrication de décors où on va fabriquer des trucs en fonction de nos besoins. Et ben c'est exactement la même chose. Donc en fait là je vais vous montrer certaines choses, mais il ne faut pas hésiter à creuser de votre côté sur la manière que vous avez vous de travailler un objet 3D. Si je vous demande à tous de faire une pyramide ou de faire une voiture, on va tous la faire différemment. Et c'est pas grave. Le seul point que sur lequel je voulais vous rassurer, c'est que moi je vais vous montrer une méthode, des conseils, mais chacun va probablement faire différemment et à sa sauce avec des modèles 3D différents au départ, placés différemment, etc. Le but étant le rendu final, et puis c'est ça aussi qui donne le côté un petit peu perso à chaque création. Et voilà, n'oubliez pas que c'est une boîte à outils en fait, 3D Builder comme tous les autres. Donc 3D Builder, c'est ça. Là, j'ai simplement apporté un cube. Par défaut, vous devriez voir un panneau complètement vide. Il est possible que vous ayez eu une fenêtre au départ qui vous propose d'ouvrir de différents fichiers exemples. Vous pouvez la fermer. Nous, on va vraiment partir sur rien du tout, un plateau. Et directement, on va aller dans Affichage. Dans Affichage, puisque c'est là qu'on peut afficher justement la grille et la zone. Donc dans la zone affichage, en cliquant sur grille, vous allez pouvoir ou non afficher une grille. Si je le précise, c'est parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ne l'ont pas d'affiché. Donc moi je trouve que c'est relativement pratique d'avoir ces carrés de dessiner. Partez du principe aussi que un carré représente 5 mm. Si je dis pas de conneries. Hop. Non, un carré représente 1 cm. Voilà. Comme ça, j'ai première connerie de la soirée. Donc un carré, c'est 1 cm, 10 mm. Donc dans la zone affichage, gris, par défaut, sombre. Moi, je vous conseille d'afficher ce truc-là. Ensuite, rayon X, tout ça, tous les autres trucs d'affichage, on verra plus tard, mais globalement, je vous conseille de sélectionner ombrage, ombre, couleur, reflet et lissage. Ça vous permet d'avoir un rendu 3D d'un objet que vous allez importer à peu près agréable à voir. En haut, juste là, c'est la zone d'insertion. Donc là où c'est écrit insérer. Par défaut, vous allez pouvoir insérer une quantité d'objets relativement basique. Du cube à la sphère, sachant que par défaut, ils se mettent les uns sur les autres. La couleur peut différer chez vous.
ça n'a pas trop d'importance. C'est dans la zone pinceau que vous allez pouvoir très facilement changer la couleur d'un objet. Donc on va voir déjà pour la manipulation, mais c'est très simple. On maintient un clic gauche, on peut tourner autour de l'objet. Point important, si jamais à un moment pour une raison X ou Y, je suis parti dans l'espace avec la caméra et que je veux me recentrer sur l'objet, on va double-cliquer dessus dans le panneau de droite, juste là. Ça nous permet de recentrer la caméra sur l'objet. À tout moment, la sélection des objets, vous pouvez la faire donc avec un clic gauche sur l'objet et vous allez constater qu'il est légèrement entouré d'un bleu. Ça veut dire que c'est l'objet sur lequel vous êtes en train de travailler. Si jamais pour une raison X ou Y, il y a un objet dans un autre et que vous n'arrivez plus à voir celui du dessous, vous pouvez encore une fois le sélectionner à droite via le panneau. Et du coup, en laissant la souris sur l'objet, vous le verrez en transparence. Pour les zooms, c'est avec la molette de la souris. J'espère que vous avez tous une molette. Et ensuite, pour faire ce que j'appelle, alors c'est peut-être pas le terme, ce que j'appelle un travelling, donc garder l'axe de caméra, il faut maintenir le clic droit et on va pouvoir se déplacer de manière latérale, donc verticale ou horizontale, sans changer l'angle de la caméra. Bon, c'est les bases, mais c'est important que vous les ayez parce que au départ, on perd pas mal de temps à bien comprendre ce genre de manipulation, surtout que le pire, et c'est pour ça que j'aborde que 3D Builder ce soir, c'est que sur la plupart des logiciels, c'est différent. Sur Blender, c'est pas ça par exemple, sur ZBrush non plus. Donc c'est important que sur 3D Builder, vous sachiez comment on pivote autour d'un objet. Ça c'était, a priori ça roule. Je suis en train de checker brièvement vos streams, mais bon pour le moment il n'y a rien de fou. Mais voilà, au moins on est sûr du truc. On va continuer sur 3D Builder. On va passer à la rotation. Alors ça c'est extrêmement simple. Donc beaucoup d'actions que vous allez pouvoir effectuer sur un objet 3D se passent en grande partie sur cette zone blanche en bas. À gauche, c'est pour déplacer l'objet. D'ailleurs, point important, vous pouvez déplacer sans... en maintenant l'objet, vous le déplacez où vous voulez, mais si vous voulez être sûr de votre déplacement au millimètre, le mieux étant d'utiliser soit les flèches des différents axes, donc X, Y et Z, soit d'utiliser ça directement. C'est le placement sur le plateau. Donc ici, vous pouvez changer l'emplacement de départ. Donc là, si je le mets à Z0, on va voir qu'il passe au centre du plateau, puisque le 0, c'est le niveau du plateau. Du coup, il centre l'objet sur 0. Il y a un système de magnétisme. Ça, c'est assez important de le prendre en compte. C'est que quand je déplace l'objet comme ça, on se rend compte que il y a un endroit où il colle, il se met à coller à l'autre. Ça, c'est important, notamment pour centrer les objets. En fait, le logiciel vous aide. Donc ça, c'est pour les mouvements. Allez, on passe à la rotation. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc le roulis, le tangage et le lacet. Avec ça, vous pouvez être sûr de pouvoir placer au degré près, même au dixième de degré près, l'objet dans le sens que vous voulez. N'oubliez pas encore une fois que tous les raccourcis les plus connus de Microsoft, oui de Microsoft parce que là je suis pas sur Apple, fonctionnent. Donc le CTRL Z marche, c'est ce que je viens de faire pour revenir en arrière sur le placement. Le CTRL C, CTRL V fonctionne aussi. Le CTRL A fonctionne pour tout sélectionner, supprime, etc. Donc la plupart des raccourcis fonctionnent également. On passe à la mise à l'échelle. Pareil, c'est relativement simple. Donc vous avez la taille X, la taille Y et la taille Z. Que dire de plus? Tout ça est en millimètres. Vous pouvez l'indiquer en pourcentage. Moi, j'ai jamais trouvé ça très pratique. Et vous pouvez le locker, le verrouiller. C'est-à-dire que là, si je le lock, à tout moment, dès que je vais l'agrandir, ça va être proportionnel. Tous les axes vont augmenter en même temps. Je peux le déloquer. Moi, ce truc-là, je ne vous cache pas que je n'en sers jamais. Puisqu'en fait, dès que je vais faire des modifications de taille d'un objet, je vais me servir des flèches. Donc, en imaginant que je fasse un plateau comme ça. Et quand je veux l'agrandir de manière proportionnée, plutôt que d'aller cliquer là-dessus, je vais utiliser un de ces petits angles blancs que vous voyez là,
qui permettent de faire exactement la même chose, sans avoir à cliquer sur ce truc-là. C'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est plus pratique. Donc ça c'est les dimensions, enfin la modification d'un objet. Et vous allez voir que ça peut servir à beaucoup de choses. Parce que notamment sur une forme qui pourrait être un tout petit peu plus complexe, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le mirroring. Donc déplacer de gauche à droite un des axes pour l'étirer de l'autre côté. Et voilà, ce menu-là sert vraiment très très souvent. On va voir rapidement à droite, quand même l'angle de droite, le panneau de droite, sur lequel vous pouvez voir les différents éléments que compose votre scène. À tout moment, vous pouvez cliquer. Par défaut, c'est vrai que ça va rendre transparent les autres pour mettre en avant l'objet que vous êtes en train de manipuler. Il y a un truc qui peut être assez pratique quand j'ai vraiment beaucoup d'objets. Donc là, je vais faire volontairement n'importe quoi. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et en imaginant que pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin de garder que celui-ci. Plutôt que de tout sélectionner en maintenant CTRL et en retirant celui-là, je supprime les autres. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est juste de sélectionner celui qu'on veut garder et d'aller dans inverser la sélection. Donc là, j'avais sélectionné celui-là. Donc en inversant la sélection, il prend tous les autres, tous ceux qui ne sont pas sélectionnés. Et du coup, je peux les supprimer également. Ça, c'est un truc dont je me sers aussi régulièrement. Enfin, autre truc extrêmement important, et là, il y a deux manières de faire, c'est le groupage d'objets. Donc, dans le cas, par exemple, de ça, pour sélectionner plusieurs objets, il faut maintenir CTRL. Donc, je vais sélectionner ma sphère, sélectionner un cube. À partir du moment où j'ai deux objets ou plus, je vais pouvoir les grouper. Ce qui fait que ça me fait plus qu'un volume. On voit dans la liste que les deux ont disparu et que j'en ai plus qu'un. Mais à tout moment, avec le système de groupage, je peux appuyer sur dissocier pour revenir en arrière. Et du coup, modifier mon truc si je me suis planté ou ce genre de choses. L'autre méthode pour créer un seul objet, alors je vais le centrer, pour créer un seul objet, ça va être d'aller dans modifier, hop. Donc dans l'onglet modifier en haut et fusionner. Là, j'ai vraiment fusionné les deux objets qui n'en font maintenant plus qu'un. Je ne peux plus revenir en arrière. J'aurais donc tendance à vraiment vous conseiller d'utiliser le groupage tant que vous n'êtes pas sûr de votre coup. Donc juste en haut à droite ici, plutôt que l'outil fusionner. L'outil fusionner, il aura plutôt tendance à être utilisé à la fin de votre création, quand vous aurez déjà assemblé vos nombreux objets. Je vais vous parler tout de suite de la plus importante dont j'ai déjà parlé dans une vidéo sur ma chaîne. C'est fractionner. Fractionner, ça sert vraiment à plein de choses. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'une fois que vous avez cliqué sur... Déjà, il faut évidemment sélectionner un objet pour le fractionner. Donc vous prenez l'objet que vous voulez couper, vous allez dans fractionner, et là ensuite, vous avez un plateau vert qui apparaît que vous allez pouvoir déplacer où vous avez envie. Imaginez en fait que ce carré vert représente une espèce de lame qui va couper l'objet là où il est. Et là, vous pouvez choisir de conserver le haut, conserver le bas, ou conserver les deux. Conservant les deux, ça peut être quand même très pratique dans plein de cas. Dès qu'on va faire du décor notamment, on va faire de la découpe pour ensuite replacer les objets. Donc tout ça, c'est un outil. Pour illustrer ce propos-là, c'est pas simple, mais au moins vous voyez à peu près où je veux en venir. Et tout ça, on peut le fractionner quasi à l'infini. Alors, on va pas parler philo et insécable, mais on peut fractionner tous les objets. Et évidemment, le plateau sur fractionner, on peut le faire pivoter comme on a envie. Donc ça va nous permettre aussi facilement de créer des formes plus complexes
que ce que nous propose le menu de base inséré. Le simplifier, j'y viendrai à la fin. On va aller sur le menu lissage. Alors, un des gros problèmes de 3D Builder et de d'autres logiciels, de Tinkercad, d'autres logiciels extrêmement simples de conception, l'un des problèmes, c'est qu'on n'a pas ce truc qui nous manque à tous quand on fait de la figurine et de la miniature. On n'a pas de lisseur, on n'a pas d'outils qui nous permettent de poncer les angles, de casser les angles, de ce qu'on appelle le smooth, donc d'adoucir les arêtes d'un objet 3D. Celui de 3D Builder, je vais être très clair, il est vraiment pas fou. Mais il peut vous permettre, malgré tout, là je suis sur simplifier, il peut vous permettre malgré tout de créer des pièces utiles dans plein d'autres circonstances. Là par exemple je vais prendre cette espèce de volume, je vais aller dans lisse, et vous remarquez que je peux déjà déterminer indiquer le fait de créer un objet beaucoup plus. En fait, il casse tous les angles. Donc, il va rajouter des polygones. Donc, tout ça, enfin des polygones, des surfaces. Donc, tout ça implique forcément, par contre, ensuite, un objet plus lourd en termes de poids. Les bords lisses, ça dépend énormément de l'objet que vous êtes en train de faire. Sur 3D Builder, c'est le. Comment dire? C'est la base de ce qu'on appellera plus tard le smoothing, donc adoucir les bords, etc. On peut vraiment pas faire des trucs fous, mais ça peut déjà vous permettre de faire des trucs cool. Moi j'ai déjà fait des tas de décors avec l'outil lissage sur un simple carré qu'on va transformer en une espèce de pierre. Bon, petite pause parce que la vidéo est longue. J'espère que vous apprenez un certain nombre de choses sur l'utilisation de ce logiciel. Et je me permets d'interrompre cette espèce de formation, déjà pour vous préciser que, en aucun cas c'est une formation qui est certifiante en quoi que ce soit, c'est juste en fait un partage de connaissances. J'espère sincèrement que certains d'entre vous, s'ils le peuvent, et s'ils en ont l'envie, vont finir par venir me soutenir, soit sur Tipeee, soit via PayPal, etc. Pourquoi? Parce que toutes ces vidéos prennent énormément de temps à réaliser. Vous allez voir, vous avez probablement vu aussi dans la description qu'il y a un lien vers un résumé vers un PDF qui résume en fait tout ce qu'on a vu ce soir-là, qui est accessible aussi gratuitement. Et vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo qu'il y a aussi ce fameux projet commun de conception pour s'entraîner en fait à la conception 3D sur 3D Builder. Donc c'est un petit fichier sur lequel on va essayer de travailler à plusieurs pour réaliser un décor commun. Ça aussi, le lien, il est dans la description. Donc voilà, n'oubliez pas que tout ça prend énormément de temps. Tout ça finalement est gratuit sur YouTube et c'est très cool, c'est le but général. Mais si vous avez possibilité de me soutenir, évidemment c'est absolument pas obligatoire, mais si vous pouvez le faire, eh ben, je vous en remercie d'avance. Et d'ailleurs, je remercie tous mes tipeurs. Allez, on continue sur 3D Builder. L'outil relief, alors ça c'est dès que vous allez vouloir personnaliser un de vos objets. Donc là, par exemple, ici, hop. Hop. Alors là, faites pas attention à ce que je fais, hein. C'est juste pour vous montrer. Hop. Là, j'ai fait un vase pour madame et je veux marquer un truc dessus. Et bien, on va aller sur l'outil relief, juste là. Et on va pouvoir y placer des lettres, des petits symboles, ce genre de trucs. Donc là, hop, tout ça, le texte est indiqué juste là. Le but étant, surtout pour ce truc-là, hein, vraiment de personnaliser vos objets, tout simplement. Ensuite, on peut indiquer du cylindrique pour que ça suive le contour de l'objet. Vous voyez, en fait, ça vient épouser l'objet. Et le sphérique, ça, c'est qu'en fait, ça, c'est plutôt si vous partez sur un objet de type un peu organique. On va partir sur du cylindrique, parce que là, c'est un carré. On peut changer, voilà, on peut mettre des symboles. Ça, là-dedans, je vous laisserai fouiller. C'est pareil pour les polices. Vous pouvez mettre la police qui vous convient le plus. Ensuite, vous allez cliquer sur relief. Et paf, voilà. Sur mon vase, je viens de rajouter esquisse. On voit que c'est pas parfait, mais vous avez compris le principe.
C'est franchement pas un outil qui va vous servir si vous voulez faire de la figurine, du décor et ce genre de choses, des masses en tout cas. Mais voilà, si vous voulez imprimer des trucs personnalisés pour Noël, pour un anniversaire ou autre, bah ça peut être plutôt cool. Alors là, je vais vous parler d'un truc parce que j'ai toujours pas compris l'intérêt. C'est l'extrusion vers le bas. Non, je... Alors, j'ai l'impression que ça sert à retirer, hop, extruder vers le bas. Le but va être en fait de d'étirer un objet que vous avez placé en hauteur. Donc par exemple ici, je veux qu'il touche le plateau. Je vais extruder vers le bas et hop, il va venir taper le plateau. J'ai jamais trop compris l'intérêt de ce truc, donc je vais pas en parler plus que ça. Ça peut peut-être vous donner des idées, donc n'hésitez pas. Mais bon, dans l'ensemble, moi je trouve que c'est plutôt bidon. On va passer au un truc que j'ai fait hier, ce sera un bon exemple. C'est toujours dans le menu modifié, le creux. Alors là, c'est vraiment un truc qui sert dans le cas de l'impression 3D et j'ai tendance à vous dire surtout FDM. Parce que pour la résine, ce sera franchement pas fou. Il vaut mieux, dans le cas où on veut évider un objet, donc enlever toute la matière qui est à l'intérieur et déterminer l'épaisseur d'une coque. Si c'est pour de l'impression résine, faites-le sur votre slicer, donc sur votre logiciel de préparation de fichiers 3D pour imprimante résine. Exemple, Shitubox ou Litchi Slicer, ce genre de logiciel. Si jamais c'est pour de l'impression FDM, Cura propose aussi ça, mais ça peut être pratique. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple pour cet objet qui est un abat-jour. Hop, je vais mettre l'autre partie pour que vous compreniez. Donc c'est un abat-jour en forme d'une espèce de cristal. S'il s'ouvre en deux, bah, c'est pour pouvoir y mettre l'ampoule sans avoir à tout démonter, tout simplement. Il y a des emplacements pour aimants. À la base, cet objet-là, il était plein. Il était parfaitement plein. Donc en imaginant que je vais insérer une sphère et on va en faire une forme pas forcément naturelle, hop, hop, voilà. Ça, je le groupe, donc là j'ai qu'un seul objet. Avec donc l'outil dans modifier, creux. Ici, on va pouvoir indiquer l'épaisseur minimale du mur. C'est-à-dire que toute la paroi qui va entourer l'objet sera de X. Donc là, en l'occurrence, 1 mm. Si vous faites de l'impression FDM, j'aurais tendance à vous dire pour un truc qui tient la route, 1,5 mm, c'est très bien. Et 3 mm dans le cas du décor, si c'est pour du wargame par exemple, pour avoir une épaisseur visuellement jolie. Mais à 1,5 mm, ce sera déjà largement assez solide. Donc 1,5 mm, on va cliquer sur creux. Et là, du coup, si je fractionne mon objet, eh ben, je vais pouvoir me rendre compte qu'il est creux. Qu'il a été creusé. Donc là, j'ai créé une forme plus complexe. D'ailleurs, point important, quand vous déplacez l'objet, vous pouvez l'aimanter au plateau, mais parfois, on n'est pas sûr que ça touche vraiment le plateau. Des fois, on va dépasser d'1 millimètre ou ce genre de choses. Si vous voulez être sûr, vous allez dans Objet, Positionner. Et là, l'objet tombe littéralement sur le plateau avec une petite gestion du poids en plus. Par exemple, si je fais ça pour le cylindre, Positionner, il tombe sur le plateau. Positionner, c'est dans l'onglet Objet quand vous avez sélectionné votre objet. On a déjà, là vous avez déjà les bases. Je vais rapidement venir au menu pinceau. Donc voilà, là c'est surtout un outil pratique selon moi. C'est que vous allez pouvoir coloriser certains objets. Le seul but étant, selon moi, de faciliter en fait l'ergonomie et la vue que vous avez en 3D. Puis même peut-être parfois d'avoir une idée de à quoi ça va ressembler une fois que ce sera peint ou ce genre de choses. Mais globalement, vous attendez pas à de la magie. Vous pouvez y appliquer aussi des textures. Donc il y a déjà des textures préenregistrées, on peut en charger de nouvelles. Donc on peut quand même faire des trucs plutôt cool si on creuse un petit peu tout ça. Et les textures, en fonction de leur taille,
en pixels s'appliqueront d'une manière ou d'une autre sur votre objet. Mais en fonction de leur taille en pixels, encore une fois, hein, de côté par côté, quoi, ça va déterminer comment vous allez pouvoir les placer sur l'objet. Donc là, à l'intérieur, etc. Encore une fois, tous ces trucs-là, c'est pas du tout indispensable dans le cas de la conception 3D pour l'impression 3D, mais ça peut être pratique. Tout ça, ça peut vous servir à faire des jolis rendus à la limite, bien que tout ceci ne sera pas enregistré quand vous exporterez votre fichier en STL ou même en OBJ. Le seul moyen de garder une trace de cette modification de texture et de couleur, c'est de l'enregistrer au format 3MF. Et du coup d'avoir un logiciel externe avec lequel vous allez pouvoir faire des rendus avec de la lumière, de l'ombrage, etc. mais qui accepte le 3MF. Et on va pas se mentir, il n'y en a pas full pour le moment. Blender l'accepte avec un add-on, ZBrush aussi, mais pour le moment c'est pas natif dans ces logiciels, c'est des add-ons à ajouter en plus. Donc ça c'est pour le pinceau. Affichage, on l'a également vu. Et voilà. Voilà pour les bases en fait d'utilisation de 3D Builder. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un truc super important sur se faciliter la tâche, on va pas se mentir, et de gagner du temps. Par exemple, vous voulez construire une route pavée, un mur, tout ce qui va être globalement architectural. Mais vous voulez pas faire pierre par pierre, ou pavé par pavé, ou branche par branche, etc. Parce que ça va vous prendre un temps de dingue. Pour gagner du temps, on va se servir d'une image, donc d'une simple image, qui peut être même en deux couleurs, simplement noir et blanc. Et on va l'extruder. On va créer un fichier 3D à partir d'une image. Donc là, je vais prendre un truc au hasard. Comment je peux vous montrer ça? Est-ce que vous voyez cette image-là? Juste confirmation. Ok, nickel. Donc ça, c'est une texture, je l'ai trouvé sur Pixars, hein, je l'ai téléchargé en 2 secondes. Je repasse sur 3D Builder. Et je vais simplement, alors soit faire fichier ouvrir, donc en haut à gauche, ouvrir, tout simplement. Ou alors un drag and drop. Moi j'ai tendance à prendre l'objet dans mon dossier et à le déplacer dans 3D Builder. Et on constate déjà, rien que là, qu'il y a un truc à faire. Maintenant, avant de cliquer sur importer l'image, on peut faire pas mal de modifications à l'extrusion qu'on vient de faire. Déjà, plutôt que les contours, je préférais que ce soit un tampon. Non, je vous dis une bêtise. C'est dans bordure. Non, pas du tout. Non, c'est toujours dans contour. Mais inversé, voilà, c'est ça. Donc je reste en contour. Et à droite, je vais cliquer sur inverser. Donc déjà là, de base, en fait, ça c'est carrément utilisable pour faire par exemple un mur. Donc ensuite, on peut augmenter le lissage. Mais plus on va aller sur la droite, plus on va diminuer la qualité globale de l'objet. Et ensuite, on peut indiquer un niveau. Et alors ça, vraiment, je ne saurais comment vous l'expliquer concrètement. Mais en fait, quand vous importez une image, faites des tests. Vous bidouillez le niveau de gauche à droite pour avoir le meilleur rendu de ce que vous voulez en faire ensuite. Et là, on va de même pour le lissage et pour inverser ou activer. On va cliquer sur importer l'image. Très souvent, ça va être entouré de rouge. Ça veut dire qu'il y a une erreur de mèche. Une erreur de mèche, c'est qu'en fait, il y a un endroit où l'objet n'est pas fermé, comme ce que je vous expliquais au départ sur les fichiers STL et OBJ. C'est que toutes les lignes doivent se toucher. Donc on va cliquer en bas à droite sur un ou plusieurs objets ne sont pas correctement définis. En cliquant là-dessus, 3D Builder répare l'objet. C'est souvent pas fou de faire comme ça quand on est sur des objets 3D complexes comme des figurines ou autres. Il faut plutôt faire des modifications en direct sur ZBrush par exemple, sur le maillage. Mais dans le cas d'objets relativement simples, comme celui que je viens d'importer, la réparation de 3D Builder suffit amplement.
Donc là, il m'a réparé mon objet, puisque ça y est, je peux de nouveau pivoter autour. Déjà, on se rend compte que toutes les pierres ne se touchent pas. En plus, là, j'ai le pixeur qui m'intéresse pas. Donc toutes les pièces ne se touchent pas. En cliquant ici sur dissocier, je vais avoir toutes les pierres qui ne se touchent pas les unes les autres, qui vont apparaître comme un objet à part. Donc déjà, rien qu'avec ça, j'ai quand même une super bonne base de travail pour créer une route pavée ou un mur avec ce genre de relief. Et dans notre cas, par exemple, on va virer les bords qui ne nous intéressent pas. Là, hop, on va virer aussi celui-ci. N'oubliez pas que vous pouvez faire du mirroring, comme je viens de le faire devant vous. Là, je vous montre juste quelques possibilités pour pouvoir euh, améliorer en fait le rendu global de votre scène. Et dans ce cas-là, par exemple, on va les mettre de manière verticale. On va les monter à peu près au niveau du plateau. Alors, ici à droite, on peut faire une sélection temporaire. C'est-à-dire que là, j'appuie là-dessus. Et ce truc-là, même si je le désélectionne, l'autre reste. Donc ça peut être très pratique. Ensuite, on a juste à relâcher. Et là, si je reclique ailleurs, la sélection temporaire va disparaître. Et puis ensuite, on va venir y mettre un mur. Donc un mur, c'est quoi? C'est pour le moment qu'un simple cube qu'on va agrandir, qu'on va diminuer en épaisseur. Mais c'est important que toutes les pierres pour l'impression 3D se touchent les unes les autres, hein. Et puis on va ajuster tout ça. Et puis ensuite, ça va être du travail, j'allais dire manuel, c'est-à-dire qu'on va dupliquer certaines pierres qui nous plaisent et augmenter la quantité de pierres qu'il y a à différents endroits. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Encore une fois, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, c'est ce qu'on appelle le procédural. Le procédural aurait permis de faire ça, par exemple, de manière complètement automatisée. Mais ça nécessite des PC assez costauds. Et avec des logiciels plus complexes comme Unity, par exemple. Mais voilà une piste pour vous, euh, parce que ce qu'il y a de vraiment intéressant avec ce système d'extrusion d'une image 2D, c'est que vous allez pouvoir faire des formes que vous auriez mis vraiment beaucoup de temps à réaliser en, en découpant un cube morceau par morceau, en faisant du fractionné parce que vous voulez casser un peu l'objet et en faire un espèce de caillou, plutôt que de passer beaucoup de temps à ça, soit faites des dessins, parce que n'oubliez pas que là, j'ai pris une image que j'ai trouvée sur le net, mais le luxe, c'est que je peux prendre une feuille et un crayon noir, faire un dessin, en faire une photo avec mon smartphone, l'envoyer en JPEG sur ma boîte mail et l'extruder. Et du coup en créer un objet 3D en quelques minutes. Donc ça c'est un outil vraiment selon moi très très pratique et qui n'est pas mis en avant par 3D Builder parce qu'il a aussi des bugs, hein. Il y a des images, dès que ça va être des images complexes, colorisées, plus l'image est complexe, moins le rendu final sera joli sur 3D Builder. Vraiment le top du top, c'est des teintes noir et blanc, à la limite avec quelques dégradés de gris, mais le moins possible. Et là, vous pourrez extruder absolument ce que vous voulez. Même une porte, hein, une fenêtre, enfin. Et du coup, vous pouvez même faire ça à partir d'une photo.
la photo de la porte de chez vous, vous la passez en noir et blanc, et ensuite vous l'extrudez, et hop, vous la placez sur la maison 3D de miniature de chez vous, en fait, tout simplement. Sur l'utilisation de base de 3D Builder, j'ai pas forcément beaucoup de choses à rajouter, parce que, encore une fois, c'est une boîte à outils. Et la seule limite d'utilisation de ce logiciel, finalement, c'est juste votre imagination. N'oubliez vraiment pas l'outil soustraire, qui peut être extrêmement utile pour créer des objets 3D complexes, et l'importation d'images à partir d'un dessin que vous avez fait, d'une photo, voilà. Dès qu'il va y avoir et c'est là qu'on en vient aux limites de mes connaissances, très clairement, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure cette utilisation d'une image qui ne serait pas libre de droit trouvée sur Internet, je ne sais pas dans quelle mesure c'est de l'atteinte à la propriété intellectuelle. Ça, je ne sais pas. Et j'ai pas trouvé de personnes suffisamment calées dans ce domaine. J'ai eu déjà beaucoup d'échanges, hein, il y a même un avocat qui m'a dit, j'en sais rien. Parce que c'est encore une fois des outils relativement nouveaux sur lesquels il n'y a encore pas eu soit de jurisprudence ou de trucs comme ça. Et du coup, on ne sait pas. Mais du coup, soyez tout de même, voilà, avec ce genre de tool, donc d'importation d'images, soyez quand même respectueux du travail des auteurs, mais ça, je vous fais confiance. Puis après, si c'est pour un usage domestique et amateur, faites-vous plaisir, ça emmerde personne, ça. J'ai un copain qui s'est fait un espèce de tableau avec la cloche d'ACDC, avec le vrai logo dessiné d'ACDC. Plutôt que d'avoir à tout redessiner à la main, hop, il a extrudé le logo qu'il a trouvé sur le net, il l'a imprimé en 3D, il l'a peint et c'est trop classe et ça emmerde personne. Mais encore une fois, au niveau de la législation, je ne sais pas. Donc n'en faites pas commerce, dans le doute. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous partager euh, une idée d'un espèce de projet commun qui ferait aussi office du coup d'exercice pour vous tous. Et surtout, hop, je vais repasser sur 3D Builder. Et surtout, ça pourra donner un truc cool à la fin. Donc j'ai fait un truc très simple. J'ai fait un... Oui? Ah non, bon, il n'y avait rien. J'ai cru entendre un truc. Putain, mais vous êtes trop sages, hein. Buvez des bières, les gars. Ou alors je parle trop? Peut-être. Ouais, d'accord, ouais. Donc, le truc commun que je vous propose qu'on fasse tous, mais moi je vais en faire un du coup, c'est un objet que j'ai mis sur le drive. D'ailleurs, je vous enverrai le lien ensuite. Ça pèse moins d'un méga. C'est ça. Ça, c'est un module. Et du coup, histoire de vous montrer que ça marche, hop, on va aller. Je vais importer une figurine. Hop. J'arrive, hein. Je suis en train de chercher. Voilà. Hop, une figurine. Donc là, on a une figurine 28 mm. Enfin, 28. C'est pas vrai. C'est pas du 28, exactement comme Games Workshop n'est plus en 28 du tout, et l'était même pas déjà il y a longtemps. On est à l'échelle, en gros, Bolt Action. Donc échelle Warlord Games, échelle ce genre de wargame là à l'ancienne. Euh, mon but, ce serait qu'on fasse si vous êtes d'accord évidemment, et pour ceux qui veulent le faire, qu'on fasse une espèce de tour, ou en tout cas un espèce de méga objet qu'on va pouvoir empiler les uns les autres. Chaque module aura été fait par l'un d'entre vous. Vous voyez, il y a des emplacements pour les aimants. Donc c'est à la bonne taille pour en faire une petite maison, ce que vous voulez en fait. Il y a des emplacements pour les aimants. Ces emplacements pour les aimants, comme vous pouvez le voir, je les ai biseautés pour qu'on puisse imprimer ça en FDM sans aucun support.
Donc ça aussi, ça va être la contrainte pour vous au moment de la création, dès que vous allez y ajouter des objets. Par exemple, cette pierre-là. Cette pierre-là, si je la rajoute ici, en dehors du fait que c'est moche, je vais avoir un gros problème d'effondrement. Je vais avoir un gros problème d'effondrement si je ne mets pas de support. Et encore une fois, la contrainte, pour que tous vous avanciez dans le sens de l'impression 3D, hein, la contrainte, c'est qu'on puisse l'imprimer sans aucun support. La clé, entre guillemets, que je vais vous donner, c'est que vous avez 5 mm sans aucun risque, 5 mm de porte-à-faux maximum sans risque majeur d'effondrement. Et jusqu'à 1 cm en fonction de la qualité des réglages de votre imprimante 3D. Donc là, cet objet, il est collé au mur. Si je le fais dépasser de 5 mm, je sais que la majorité des imprimantes 3D, il y aura un tout petit peu d'effondrement ici, mais ça va passer. Et ça va s'imprimer et ça marche. Par contre, si je le dépasse jusqu'à 1, je sais que toutes les imprimantes 3D vont pas le faire. La plupart du temps, ça va à peu près marcher, mais j'aurai beaucoup d'effondrement ici. Et dès que je dépasse les 1 cm, alors là c'est la fête à neuneux et ça devient spaghetti time sur le plateau de l'imprimante 3D. Donc dépassez pas les 1 cm et de préférence restez aux alentours de 5 mm de débord, voire un peu moins. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait du biseauté pour les emplacements des aimants. Les aimants qui sont des aimants 1 cm de diamètre par 2 mm d'épaisseur, qui se trouvent pour vraiment pas cher sur internet. Il y a des deux côtés, histoire que qu'on puisse vraiment toutes les empiler les unes sur les autres. Et je me dis que voilà, ça pourrait être cool de faire un projet commun comme ça ensemble. Et moi, ça me permet aussi que vous m'envoyez vos réalisations et que je les critique en bien ou en mal. Hein. Euh, parce que parfois on va vouloir faire certaines choses et en respectant les contraintes pardon, de l'impression 3D, parfois on pense pas à tout. Donc est-ce que ce genre de petit exercice vous intéresse? Sachant que cette base-là, je vous l'envoie pour être sûr qu'on parte tous sur la même base. Et ensuite, vous allez rajouter ce que vous voulez dessus. Du médiéval, du futuriste, de l'historique. On s'en fiche. Le but étant que on fasse une espèce de tour en commun. À la limite, le toit, on s'en occupera plus tard. Ou voilà. Non, en fait, dans l'absolu, non. Le but étant surtout que, avant qu'on passe à la suite, puisque la semaine prochaine, on va aborder un autre logiciel, à savoir Tinkercad, qui est en gros un 3D Builder, mais qui a ses petits atouts en plus, et qui va pouvoir venir compléter la gamme des logiciels gratuits et ultra simples d'utilisation pour déjà faire des trucs vraiment cool. Mais ça sera la semaine prochaine. Donc il n'y a pas d'urgence majeure. Je ne suis pas du genre à donner des deadlines, déjà parce que je sais aussi que moi-même je les respecte jamais. Il y a ma chérie qui me regarde. Mais en gros, dès que vous pensez avoir fait un truc qui est acceptable, vous me l'envoyez. En plus, je pourrais me faire un plaisir de l'imprimer sur une de mes imprimantes FDM. Et du coup, on pourra essayer de construire un truc ensemble, quoi. Et surtout de vérifier qu'on ait tous bien les bases de ces logiciels simples. Par contre, restreignez-vous à 3D Builder. À la limite Tinkercad si vous voulez, mais attention, si vous importez le template que je vais vous mettre sur le drive sur 3D Builder, il va modifier le maillage de l'objet et du coup ce sera pas le même. Donc j'aurais tendance à vous dire, cantonnez-vous à 3D Builder et voilà. D'ailleurs, oui, dans les contraintes de création, chose que j'ai complètement oublié de vous préciser, si c'est le rez-de-chaussée, à la limite, c'est pas indispensable qu'il y ait de sol, parce que ce sera posé sur le plateau de jeu ou autre. Mais dès que c'est un étage, n'oubliez pas de faire le sol, pour que le sol serve de toit à l'étage supérieur. Et faites attention, lorsque vous avez placé le sol, de bien garder les emplacements des aimants. Ah, d'ailleurs, j'en profite pour un truc. Quand vous avez terminé votre objet, vous sélectionnez le tout, vous faites grouper ou fusionner, peu importe.
Donc, bon là c'est débile, hein, c'est tout ça, mais c'est un seul et unique objet. Et pour l'exporter, vous allez cliquer sur Enregistrer sous. Et là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir qui ne doit pas s'afficher chez vous, mais vous allez pouvoir choisir le format. Si vous voulez retoucher l'objet enfin, genre, je vais pas faire tout l'objet en 2 heures aujourd'hui, j'ai juste envie de rajouter les fenêtres ou les pierres ou ce genre de trucs. Enregistrez bien en 3MF. C'est indispensable parce que l'avantage du format 3MF, c'est qu'il va garder le nom, toutes les associations d'objets que vous avez fait. Tous ces dissociés, groupés, fusionnés, etc. Il les garde en mémoire, le 3MF. Ce qui fait que voilà, cet objet-là, je l'ai fusionné en deux. Il sait qu'il y avait deux objets à la base. Si vous enregistrez tout ça en STL ou en OBJ directement, quand vous allez le réouvrir ensuite, vous n'aurez plus la trace de ces trucs-là. Et ça va être assez galère. Donc si vous faites votre conception 3D d'une traite, ça marche. Mais si vous la faites en plusieurs fois et que vous rechargez l'objet à chaque fois, n'oubliez pas d'enregistrer en 3MF. Et ensuite, le fichier que vous m'enverrez, plutôt en STL, c'est de loin le plus simple. Maintenant, 3D Builder propose d'enregistrer en GLB. C'est dans le cas de la découpe laser ou découpe au jet d'eau, ce genre de choses, mais on ne va pas aborder ce sujet-là. Puis il y a même d'autres formats disponibles, mais on s'en fiche dans notre cas, quoi. Est-ce que, est-ce que je vais vous montrer, hop, avant de déco, vous avez vu, j'ai fait un live en pyjama. Et je mens. Non, bah oui, normal, normal. Je, je vous montre juste le cristal que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'on est fiers avec mes chéris. En fait, on a fait un lustre en arbre, duquel pend ça. Et c'est un cristal qui est complètement fermé. Donc c'était galère au début pour les ampoules parce qu'il fallait soit une ampoule au format spécial pour que ça rentre dans le culot sans avoir à tout démonter. Et du coup j'ai fait ce truc là en deux. Alors attention les yeux. Avec trois aimants. Hop. De chaque côté. Et, euh, et du coup ça se referme. Et en plus ça, je peux l'imprimer en filament transparent. Bah là c'est du filament transparent blanc. Mais il y a des filaments transparents rouge, rose, bleu, enfin toutes les couleurs. Et du coup changer l'ambiance globale. Ça, c'est pour la taverne de l'association du Bois Rouge. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça avant de déco. C'est des moyens de faire de la déco en taverne pas trop cher. Je vous remercie à tous pour votre écoute. J'espère que je vous ai appris quelques petits trucs. Et je vous souhaite de passer une bonne nuit. Et puis on reste en contact. Et puis je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.